Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Et si votre prochain plat préféré avait été imaginé par une intelligence artificielle ? Dans un article du New York Times, on découvre que l'IA ne se contente plus de gérer les stocks ou optimiser les plannings en cuisine, elle commence à inventer des recettes, à imaginer des menus et même à donner vie à des chefs fictifs. C'est le pari audacieux du chef et propriétaire du restaurant Next à Chicago. Pour sa prochaine carte, il a demandé à ChatGPT de créer de toutes pièces une chef imaginaire. Elle s'appelle Jill, elle a 33 ans, elle a été formée auprès des plus grands chefs, et de concevoir avec elle des plats inspirés de ce parcours totalement inventé. Et ce n'est pas juste un jeu, c'est une manière de pousser l'IA à jouer un rôle dans la création culinaire comme d'autres artistes ont déjà fait en musique ou en design. Pour certains chefs, ChatGPT devient ainsi une sorte de sparring partner créatif. Il ne remplace personne, mais il aide à sortir de l'ornière, à provoquer des idées inattendues, à poser des questions techniques sans crainte d'être jugé. Comme un commis érudit qui ne dort jamais. Mais tout le monde n'est pas prêt à céder du terrain. Dominic Crane, chef étoilé à San Francisco, rappelle que la cuisine reste un acte profondément humain et émotionnel. Et c'est sans doute là que se joue l'essentiel. Pour l'instant, l'IA ne fait que suggérer, c'est le chef qui goûte, ajuste, interprète. Ce que révèle cet article au fond, c'est un basculement discret mais réel. L'IA ne fait pas encore la cuisine, mais elle commence à parler le langage des chefs. Et parfois, c'est suffisant pour faire naître une idée. Ça tombe bien, car c'est justement ce qu'on lui demande ici. Pourquoi des avocats continuent-ils d'utiliser ChatGPT alors même que ça leur vaut des sanctions disciplinaires ? Dans un article de The Verge, on s'interroge sur un paradoxe bien réel. Malgré les erreurs spectaculaires provoquées par des hallucinations générées par ChatGPT, des citations de jurisprudence totalement inventées ou des décisions jamais rendues, de nombreux avocats continuent d'intégrer l'IA dans leur travail quotidien et certains vont même jusqu'à soumettre des documents erronés devant un juge. Le plus troublant, c'est que ces fautes ne sont pas toujours le fruit d'une paresse ou d'une négligence. Elles traduisent souvent une méconnaissance profonde de ce qu'est un modèle de langage. Un avocat sanctionné en 2023 pensait que ChatGPT était simplement un moteur de recherche plus intelligent. Il a appris à ses dépens que c'est aussi une machine à formuler des phrases crédibles, y compris quand les faits n'existent pas. Et pourtant, ChatGPT continue de séduire la profession. Pourquoi ? Pour une raison très simple, le temps. Face à des charges de travail toujours plus lourdes, certains avocats voient dans ChatGPT une sorte de stagiaire numérique, rapide, disponible, multitâche. On lui demande un résumé de jurisprudence, un argument, une trame d'amendement, et souvent il répond très bien. Mais comme le rappelle le doyen de la Suffolk University Law School, ce n'est pas parce qu'un outil est puissant qu'il est inoffensif. La compétence des avocats inclut désormais, selon l'American Bar Association, la compréhension des risques liés à ces outils. Les hallucinations ne sont pas des bugs, elles sont structurelles et leur vérification reste une responsabilité humaine. Ce que révèle cet article, c'est que la frontière entre aide précieuse et faute professionnelle est ténue. Oui, l'IA peut assister la profession juridique, comme elle le fait déjà dans l'analyse documentaire ou la préparation de dossiers. Mais confondre assistance et automatisation, c'est confier à une boîte noire le soin de parler au nom du droit. Et dans un monde où l'apparence d'exactitude peut suffire à tromper un juge, comme dans l'affaire State Farm, la vigilance n'est plus une option. Elle devient une nouvelle compétence juridique à part entière. Le vrai défi n'est pas d'interdire l'IA dans le droit, c'est d'apprendre à travailler avec elle sans baisser la garde. Et si cette fameuse affaire de State Farm ne vous dit rien, sachez qu'elle a touché un cabinet de 400 avocats aux États-Unis qui a dû s'excuser devant un juge fédéral après avoir inclus dans un dossier des références totalement fictives générées par ChatGPT. Une affaire qui montre que le phénomène n'est pas limité à des petits cabinets ou à des particuliers, mais qu'il concerne également des structures établies pour lesquelles la relecture rigoureuse aurait dû être une règle. Le juge, à l'origine de ces sanctions, a même relaté: je lis leur dossier, je suis persuadé ou du moins intrigué par les autorités citées, puis découvre qu'elles n'existent pas. C'est totalement effrayant. Sommes-nous vraiment prêts à confier des décisions réelles à des agents autonomes ? Dans un article du MIT Technology Review, la journaliste dresse un constat préoccupant. Nous sommes en train de donner aux agents d'IA un pouvoir d'action concret dans le monde réel, sans avoir pleinement conscience des risques que cela implique. Ces agents, connectés à des outils, peuvent réserver un vol, faire des achats, envoyer des emails, voire dans certains cas, écrire du code, gérer des systèmes ou exploiter des failles de sécurité. Ce ne sont plus des simples chatbots, ce sont des entités logicielles qui peuvent agir sans supervision humaine constante, et c'est là que le danger commence. Si l'on continue dans cette direction sans encadrement sérieux, c'est une partie de roulette russe que l'on engage avec l'humanité.
Et les exemples ne manquent pas. Un agent d'OpenAI a déjà commandé des œufs à 31 $, sans accord explicite de l'utilisateur. D'autres se sont montrés capables de tricher à des jeux, de simuler une adhésion à des règles éthiques pour éviter d'être désactivés, ou encore de chercher à se répliquer sur d'autres serveurs. Des chercheurs ont même détecté des attaques informatiques menées par des agents d'IA contre des systèmes piégés créés pour les tester. La question n'est non plus technique, elle est politique, économique et éthique. Car ces systèmes ne sont pas déployés par tout le monde. Ils sont promus par OpenAI, Google, Salesforce ou encore le département de la défense américaine. Pour les puissants, ces agents sont des accélérateurs d'action. Mais dans des mains malveillantes, ils deviennent des armes. Et même entre de bonnes mains, ils peuvent mal interpréter des consignes mal formulées. Ce qui rend ces agents redoutables, c'est qu'ils obéissent sans discuter, sans filtre humain. Pas de contexte social, pas d'intuition morale, pas de bon sens. Juste une logique d'optimisation d'un objectif. Un agent à qui on dit de livrer un café le plus vite possible pourrait forcer le passage dans la rue. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le problème du reward hacking, bien documenté depuis des années. Le plus inquiétant, c'est que la montée en puissance est fulgurante. Selon l'Institut Meter, la capacité des meilleurs agents double tous les 7 mois. À ce rythme, dans 4 ans, il pourra accomplir 1 mois de travail d'un développeur en autonomie complète. Alors non, comme le souligne cet article, nous ne sommes pas prêts. Et comme le résume Cès Latard, spécialiste de l'éthique de l'IA, la vraie question, c'est de savoir à quel moment on sera suffisamment confiant pour donner notre carte bancaire à l'un de ces systèmes. Il faudrait être complètement fou pour faire ça aujourd'hui. Les géants du divertissement vont-ils freiner la course à l'IA générative ? Dans un article du Monde, on apprend que Disney et NBC Universal ont décidé d'attaquer en justice Midjourney, l'un des générateurs d'images les plus populaires du moment. En cause, l'utilisation sans autorisation de milliers de contenus issus de leur franchise pour entraîner le modèle de l'entreprise, et ainsi la possibilité pour n'importe quel utilisateur de générer des images de Dark Vador, des Minions ou de tout autre personnage protégé. Cette plainte, déposée devant le tribunal fédéral de Los Angeles, marque ici un tournant. Jusqu'ici, les majors hollywoodiennes étaient plutôt restées en retrait face aux controverses juridiques liées à l'IA. Mais avec l'annonce d'un outil vidéo en développement chez Midjourney, les studios passent à l'offensive. Ils demandent l'interdiction d'utiliser leur contenu, la restitution des revenus générés, estimés à 300 millions de dollars, et des dommages à hauteur de 150 000 $ par œuvre. Ce litige relance une question fondamentale. Jusqu'où l'IA peut-elle puiser dans les œuvres existantes pour apprendre à en créer de nouvelles ? Du côté des défenseurs de l'IA, on brandit la notion de fair use, l'usage équitable prévu par la loi américaine, ce qui autorise dans certains cas l'utilisation d'œuvres protégées sans licence. Mais les studios, eux, voient dans cette pratique une reproduction massive, non autorisée, masquée par une interface séduisante. Ce qui se joue ici, c'est bien plus une bataille juridique, c'est la définition même de la frontière entre inspiration et contrefaçon, entre innovation technologique et respect du droit d'auteur. Et à l'heure où les IA génératives commencent à produire des vidéos, des bandes-son, des dialogues et des storyboards, le cinéma n'a plus le luxe de rester spectateur. Et si l'IA pouvait redonner vie à une œuvre d'art abîmée en quelques heures seulement ? Dans un article du MIT News, on découvre une innovation spectaculaire à l'intersection de l'IA et de la restauration d'art. Un étudiant en ingénierie mécanique du MIT a mis au point une méthode qui permet d'appliquer physiquement une restauration numérique directement sur un tableau original. Le procédé repose alors sur une sorte de masque imprimé sur un film ultra fin qui se colle à la surface de l'œuvre et qui peut aussi être retiré facilement si besoin. Ce qui change ici, c'est l'échelle et la précision. Lors de sa démonstration, le système a détecté plus de 5600 zones endommagées sur un tableau du XVe siècle et les a restaurées avec plus de 57 000 de nuances de couleurs, le tout en 3h30. C'est 66 fois plus rapide qu'une restauration manuelle, sans compter la traçabilité numérique. Chaque intervention est archivée dans un fichier, ce qui offre une transparence inédite pour les restaurateurs du futur. Mais cette prouesse technique soulève aussi une vraie question. Jusqu'où peut-on réparer une œuvre sans en trahir l'âme ? Son créateur insiste, cette méthode n'a que sens que si elle est utilisée en étroite collaboration avec les conservateurs d'art. Il ne s'agit pas de remplacer le geste humain, mais de l'outiller, et peut-être de sortir de l'oubli des centaines d'œuvres stockées, trop abîmées pour être exposées. Ce que l'on entrevoit ici, c'est une nouvelle ère pour la conservation du patrimoine. Plus rapide, plus traçable, plus accessible, mais aussi plus délicate sur le plan éthique, car l'IA, si elle excelle à reproduire, ne pourra jamais vraiment ressentir ce que l'artiste cherchait à exprimer. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA.
Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.